Bonjour ou bonsoir à vous tous, c'est une nouvelle semaine, le temps pour nous de jeter un œil sur les sujets qui font l'actualité. Et l'actualité, vraiment, ça n'évolue pas beaucoup ces temps-ci. Le débat se cristallise sur l'atelier que le H-Trune a organisé du 11 au 15 juillet dernier. Apparemment, tous les participants à cet atelier semblent afficher un optimisme. Nous verrons dans cette émission si cet optimisme est justifié. Puis nous aurons le temps également de parler un peu du bilan des accidents de la circulation. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile était face à la presse et aux acteurs du domaine pour présenter le bilan des accidents, un bilan qui plutôt sur le premier semestre de cette année est en hausse. Est-ce qu'il y a une baisse de vigilance? Ce sont les questions sur lesquelles nous allons nous interroger avec deux invités. Jerry Komandega Tamand, président du Nouvel Engagement Togolais, et André Kagny-Afanou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT. Messieurs, bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, Jerry Tamand, quand on voit un peu tous les acteurs qui ont participé à l'atelier du H-Trune, il semble y avoir un véritable optimisme. Je vais vous inviter d'abord à regarder dans ce sujet les bases sur lesquelles cet optimisme semble reposer. Après 5 jours d'assises à Radisson Blu, l'atelier du H-Trune s'est refermé ce vendredi 15 juillet et tous les délégués présents à la rencontre n'avaient qu'un seul mot à la bouche, la satisfaction. Une satisfaction qui se fonde sur 3 principaux éléments. En première position, le climat qui a régné dans la salle. Un climat serein qui a libéré l'atmosphère pour de bonnes et pertinentes réflexions et propositions. Il n'y avait pas cette atmosphère de suspicion comme ce fut le cas à la conférence nationale souveraine, ont reconnu la plupart des participants de l'atelier. Deuxième élément qui remplit les participants de satisfaction, c'est la franchise du ton. Chacun des participants est d'accord sur le fait que durant les 5 jours passés à cet atelier de réflexion, le ton du débat a été franc et tout le monde a pu dire sans langue de bois ce qu'il pense d'un sujet ou d'un autre, et surtout les personnes invectivées ont pris les choses avec philosophie. Il y a surtout le troisième socle qui fonde la satisfaction, à savoir l'esprit d'unanimité. L'atelier se devait de réfléchir sur les réformes institutionnelles et politiques. Et contrairement à ce que laissent apparaître les acteurs politiques sur le sujet, chacun des 150 participants à l'atelier avait une vue unanime sur la question. Par exemple, tous sont d'accord que le mandat doit être limité au Togo et que les élections devraient se faire à 2 tours. Cet atelier s'est achevé sur une note de satisfaction, certes, mais c'est désormais l'avenir qui dira si les participants ont eu raison d'être aussi optimistes. Une chose reste évidente, si tout cela va se mettre en branle, le chef de l'État reste le principal acteur et c'est à lui d'actionner la machine. Il ne faut pas perdre de vue les nombreux dialogues et autres rencontres sur le même sujet et qui sont restés sans suite. La multiplication des initiatives de dialogue sans résultat tangible contribue aussi au sentiment de frustration et à la résignation qui engendre l'immobilisme de la société. Dixit, Nicolas Berlanga Martinez. Voilà, Jerry Tamand, la satisfaction que tout le monde affiche. Et je suis sûr que c'est le cas pour vous-même. Vous étiez à cet atelier durant les 5 jours. Oui, bien sûr. La satisfaction sur le contenu de l'atelier, sur les objectifs fixés même par l'atelier, il y a une satisfaction. Parce que d'abord, je le répète encore, on s'est retrouvé dans une salle mythique, 25 ans après la conférence nationale. Il y avait pour ou preux quasiment tous les représentants, même si certaines formations politiques n'y étaient pas, mais une bonne partie des représentants qui étaient même d'ailleurs en 91 dans cette salle étaient là. Et l'ambiance était tout autre. Il y a eu un vrai désir d'aller vers l'avant, d'aboutir à quelque chose. Donc oui, je partage l'optimisme de tout le monde, même si, comme le reporter le dit, c'est le lendemain. C'est-à-dire que si c'est des rencontres qui aboutissent à un optimisme, excusez-moi du peu, mais on en a eu, qui ont donné l'impression que, après l'APG par exemple, après les conclusions de la CVJR, on se disait que ça y est, que les questions de réforme étaient quand même
quelque chose, mais c'est le lendemain. C'est l'application des points de convergence sur lesquels on a abouti. Oui, mais justement, est-ce que ça, le fait de se dire que le lendemain, c'est ça qui doit déterminer, ça aurait pu amener ces acteurs-là à se dire, attendons de voir. Mais tout le monde dit, oui, c'était bien, on a parlé, on a posé les sujets, que cette fois sera la bonne. Pourquoi cet optimisme-là? On dit deux choses. Attention, on dit que sur les sujets qui ont été débattus, alors qu'on a vraiment pratiquement pris tous les sujets qui fâchent dans notre pays, ben, qu'on les a débattus dans un esprit de cordialité, de franchise, et dans un esprit d'ouverture. Et comme vous l'avez dit, des gens se sont vus attaquer, mais n'ont pas riposté, comme ça a l'habitude de faire. Il n'y a pas eu des gens qui ont claqué les portes. Donc que l'ambiance était bonne, mais la deuxième chose qu'on dit, on espère, et ça dès le premier jour, tout le monde a posé le truc, on espère qu'on ne va pas encore être appelé une fois à revenir soit dans cette salle ou bien ailleurs encore pour parler des mêmes problèmes. Maintenant, là, le HCRUN, c'est une initiative du gouvernement. Cet atelier est dans la continuité, non seulement de l'application, non, des recommandations de la CVG, la recommandation 8, si mon souvenir est bon, mais même des propos que le chef de l'État a tenus en Allemagne, c'est dans la continuité. Donc on se dit qu'il y a une volonté politique derrière. Et tout ce que tous les acteurs qui ont pris part à cet atelier, surtout les acteurs politiques, ont dit, nous, aujourd'hui, et c'est ce qui est nouveau, peut-être on en parlera, c'est que tout le monde dit, la balle est dans le camp de l'exécutif. Autrefois, on disait, oui, les protagonistes n'ont qu'à, chacun n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son vin. Mais pour une fois, et ça c'est nouveau, ce qui est nouveau même à l'issue de cet atelier, c'est que la responsabilité des réformes, aujourd'hui, incombe exclusivement à l'exécutif. Donc du coup, nous, on a peut-être essayé de préparer le bébé, on l'a lavé, on l'envoie maintenant à l'exécutif pour qu'il le lave, et pour qu'il l'habille et qu'il le présente au peuple. D'accord. André Kenny-Afanou, c'est vrai que le CACIT était représenté là-bas, mais vous, personnellement, vous n'y étiez pas. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les participants afficher cet optimisme-là, vous vous dites, ils se trompent? Peut-être une précision. D'abord, le CACIT n'était malheureusement pas représenté. Je crois que c'est important de le dire. Simplement parce que nous n'avions pas eu en tant que CACIT une invitation. À un moment donné, le président du CACIT notamment a jugé utile d'écrire carrément au HCRUN pour demander qu'on soit invité, simplement parce que, voyez-vous, quand vous prenez les événements de 2005, la spécificité du CACIT, c'est que nous avons encadré un certain nombre de victimes, près de 300, et nous avons eu le privilège d'aider ces victimes à déposer des plaintes auprès des tribunaux. Lorsque le travail de la CVJR a été commencé, le CACIT a aussi eu le privilège d'accompagner des victimes vers la CVJR, et au final, nous nous sommes rendus compte que la problématique des réformes et de la réconciliation nous dépassait. Donc nous avons créé une plateforme plus grande, la plateforme citoyenne Justice et Vérité. Donc j'estime qu'un certain nombre d'organisations étaient présentes là-bas, le CACIT aurait pu être invité, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Par contre, le président du CACIT a eu à représenter la plateforme citoyenne Justice et Vérité, et un de nos collègues aussi, de façon privilégiée, a eu à travailler avec le comité technique du HCRUN. Donc sur le principe, nous pensons que c'est toujours une bonne chose que les Togolais puissent avoir des cadres pour réfléchir sur la situation du pays. Surtout lorsqu'on sait qu'à un moment donné, il y avait des méfiances de part et d'autre. Et il y avait il y avait beaucoup d'attentes par rapport à cet atelier de HCRUN. Simplement dû au fait que lorsque différentes parties prenantes réclamaient que les réformes soient faites, les évêques, souvenez-vous, ont parlé, la société civile a parlé, les partis politiques ont parlé, les missions diplomatiques ont parlé. Et donc on attendait une réponse de la part de qui? De la part du chef de l'État. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de là où on se situe, une réponse est venue de la part du HCRUN. Et contrairement à d'autres, moi je voudrais quand même aussi rendre hommage à Mme Awa Nana, qui, de mon point de vue, dans l'histoire du Togo, a été courageuse dans la période que l'on sait. Ce n'est pas pour ouvrir une polémique, mais mon point de vue, c'est qu'elle a été courageuse. Je pensais à 98. Voilà. Ensuite, à part Mme Awa Nana qui a fait preuve de ce courage-là et qui est revenue et qui a donc, à mon avis, un rendez-vous avec l'histoire, les autres membres du HCRUN, me semble-t-il, sont des personnalités par rapport auxquelles on n'a pas d'a priori négatif. Donc l'institution HCRUN elle-même est une institution, effectivement, qui, dans l'histoire du Togo, comme la CVJR, va jouer un rôle important. Mais une fois qu'on a dit ça, je constate que, et ça je l'ai suivi sur les médias, moi je n'ai pas eu la chance d'y aller, je vous confesse que sur le conseil d'un ambassadeur accrédité au Togo, le dernier jour, lorsqu'on devait avoir le débat général,
L'ambassadeur m'a dit, écoute, c'est le jour où il y aura le débat général, viens ne serait-ce que pour voir. Et donc je suis allé, bon, on ne m'a pas permis de rentrer dans la salle, mais tout ça c'est des anecdotes, dans la mesure où on a toujours la possibilité de suivre ce qui s'est passé sur les médias. Et le vendredi de la fin de l'atelier, effectivement, il y a une grande émission sur la TVT. Moi, à la vue de cette émission, j'étais à la fois optimiste et circonspect. Optimiste parce que oui, tout le monde semblait dire que désormais, par un coup de baguette magique, la plupart des problèmes que le Togo traversait venaient d'être discutés et résolus. Alors qu'il y a un élément important dont il fallait tenir compte, dont il faut toujours tenir compte. C'est que si symbiose il y a eu dans la salle, cette symbiose n'incluait pas un certain nombre de partis politiques importants. Donc lorsque tout à l'heure vous citiez les éléments qui ont concouru au succès et à l'optimisme, vous avez parlé du climat. Si par exemple, en amont, les précautions avaient prises pour rassurer un certain nombre de partis politiques, l'ANC et d'autres, et que ces partis avaient eu la chance de passer une semaine avec les autres, en tant que Togolais, tout le monde aurait été satisfait. Deuxième élément, et ça, ça me laisse circonspect, c'est que nous sommes rentrés à l'atelier du Ashkrim, je veux dire, le Togo a eu l'atelier du Ashkrim, alors qu'avant, il y avait de mon point de vue déjà un consensus sur la question des réformes. Puisque souvenez-vous, même UNIR, à qui on prêtait l'intention de ne pas vouloir les réformes, disait non, personne n'est contre les réformes. Donc si on me dit qu'on est sorti de cet atelier avec un consensus sur la question des réformes, je me dis on est en train de réinventer une roue, ou on est en train d'ouvrir une porte qui est déjà, de défoncer pardon, une porte qui est déjà ouverte. Donc sur la question du consensus, moi je suis plutôt déçu. Puisque on est venu nous dire, désormais, tous les acteurs sont d'accord qu'il faut les réformes. Pire, qu'il n'y a pas eu dans la salle consensus sur est-ce que c'est à 2 fois ou à 3 fois. Donc finalement, la discussion pendant une semaine sur cette question cruciale aura servi à quoi? C'est une question que je me pose. Deuxième élément avec lequel je vais peut-être m'arrêter pour le moment, c'est que on est rentré alors que le chef de l'État avait annoncé une réflexion des intellectuels. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut nous dire si la réflexion annoncée par le chef de l'État en Allemagne était celle-là. Moi, j'ai suivi 2 fois Mme Ahiagnon sur les médias. Elle a dit, c'est certainement à ça que le chef de l'État pensait. Un autre a dit, c'est certainement à ça que le chef de l'État pensait. Donc, jusqu'à ce jour, personne ne sait si la logique que le chef de l'État avait été la logique du Ashkrim. Qu'à cela ne tienne. On est rentré encore avec un rapport qui est remis au chef de l'État. Et au final, tout le pouvoir est ou serait encore entre les mains du chef de l'État. Donc la question se pose de savoir quelle est véritablement. Et ça, vraiment, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Quelle est, après beaucoup de recul, la plus-value réelle de l'atelier du Ashkrim? Puisque si c'était juste une réflexion, il ne fallait pas susciter autant d'attentes au sein de la population. Au final, un rapport est remis au chef de l'État, qui en fera, s'il vous plaît, ce qu'il veut. Ensuite, il créera une commission. On ne nous a pas dit, j'interpelle peut-être M. Djeri, simplement pour avoir des éclaircissements. On ne nous a pas dit quelles sont les orientations qui sont proposées par l'atelier. Pour que cette commission, il doit y avoir, que cette commission ne soit pas composée sur la base de la seule volonté du chef de l'État, mais que ce soit composé sur des bases objectives, en incluant peut-être de façon paritaire l'opposition, le parti au pouvoir, la société civile, les intellectuels. Donc, moi, je suis toujours sur ma soif, mais une soif positive. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que l'atelier du Ashkrim n'a servi à rien. Non. Chaque occasion que les Togolais ont de se parler est une bonne occasion. Maintenant, les attentes sont très grandes. Tellement grandes que dire simplement qu'il y a eu un enthousiasme de la part de tous les participants ne satisfait pas tous ces sceptiques qui ont soif d'une réponse claire de la part du chef de l'État. Alors, véritablement, vous venez d'écouter André Afanou. Ces inquiétudes se rapportent à la question d'un internaute qui demande quelle conclusion, c'est Allo Lemou sur Facebook, qui demande quelle conclusion réelle peut-on tirer de cet atelier-là. Finalement, quand vous écoutez André Afanou, quand vous mettez ces choses bout à bout,
sur quoi vous vous fondez? Qu'est-ce que vous ramenez de concret? Non, ben d'abord, c'est que c'est une question à laquelle il faut poser à Mme Awanana. Moi, j'ai été, durant 5 ans, invité à un atelier. Mais je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut, même 3 amalgames qu'il faut éviter de faire. Le premier, c'est que le HCROUN n'a pas vocation à faire la réforme. Le HCROUN, au fait, même en organisant cet atelier, n'a fait qu'un glissement de sa mission. Le HCROUN est un prolongement du CVGR. Et puis, ben, comme autant la CVGR avait glissé sur son mandat en proposant des réformes, parce qu'elle avait considéré justement que les violences dans notre pays étaient souvent liées aux questions politiques, et donc il fallait faire des réformes. Le HCROUN a fait un glissement en considérant que les questions de réconciliation sont liées avant tout aussi aux questions politiques. Donc le HCROUN n'a pas vocation à réellement organiser les réformes dans notre pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, en parlant du rapport qui a été mis en place, vous savez, cet atelier était quelque chose de particulier. Ce n'était pas le genre de discussion ou de dialogue que nous avons souvent organisé dans ce pays. Et l'ensemble des discussions, le rapport final est paraphé par l'ensemble des participants pour dire voilà le point définitif. Aujourd'hui, ce qui a eu lieu, à mon sens, dans cet atelier, c'est qu'on a eu des points de convergence. On a eu l'occasion de se parler franchement. C'est pour ça que j'évite le mot de consensus. Non, il n'y a pas eu de consensus, il y a eu des points de convergence. Oui, est-ce que ça, c'est une nouveauté? Les Congolais se parlaient avant, ils avaient l'habitude de se parler et de se comprendre. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui avec ces 5 jours? Je pense que d'abord, c'est que, comme Kanye est en train de le dire, parce que je pense qu'on a donné trop de volume à cet atelier. On a l'impression qu'on arrive, on se rassemble et puis paf, les problèmes sont finis. Non, c'est un atelier de réflexion et d'échange. Un atelier de réflexion, d'échange où des personnes choisies en fonction de leur qualité et en fonction de leur apport aux questions de réforme institutionnelle, politique et constitutionnelle sont venus, ont apporté leur rapport. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait des acteurs politiques de tous bords, en dehors de, bien entendu, nos amis de CAP 2015 et puis de quelques autres formations politiques, mais il y avait des formations politiques de l'opposition traditionnelles, il y avait des formations politiques de l'opposition, les nouvelles formations comme les nôtres, il y avait les formations qui sont en alliance avec UNIR, et il y avait UNIR. Sans compter maintenant des représentants de la société civile qui souvent même ont l'occasion d'être, à raison d'ailleurs, assez critiques vis-à-vis du pouvoir. Et puis ben, les religieux, on en a parlé tout à l'heure, le corps diplomatique, certains représentants, M. Belanga a suivi un certain nombre de rencontres. Donc c'est que c'était un atelier de rencontres et d'échanges pour faire sortir des lieux communs. En réalité, c'est ressortir des lieux communs. Dire, ok, sur par exemple la question de la limitation du mandat, nous pensons qu'il faut faire la limitation au mandat. Tout le monde dit oui, on pense qu'il faut faire la limitation au mandat. Sur même la question de la Constitution. L'idée générale qui s'est dégagée, c'est que et la Constitution de 92 et la Constitution de 2002, la anti-guillemets-toiletée, mais étaient des constitutions insatisfaisantes. Et que aujourd'hui, au regard aux enjeux qu'il y a, il y a aujourd'hui des institutions qu'il faut mettre en place. Aux enjeux qu'il y a, est-ce qu'il ne faut pas aller à une nouvelle république? Ça, c'est un point de convergence. C'est-à-dire, au moment, on a reconnu, après les différentes communications des uns les autres, après les débats, qu'aujourd'hui, il faut absolument envisager l'avancée vers une nouvelle constitution. Parce que les deux autres portent tellement conflit entre les uns et les autres qu'il vaut mieux peut-être mettre en place une assemblée constituante et avoir une nouvelle constitution. Donc ça, c'est des lieux communs. Mais c'était ça, on n'allait pas plus loin. Donc je pense que la communication en amont a donné tellement l'impression que vous allez à la télé HCROUN, vous réglez les problèmes du monde, que oui, là, quand moi j'écoute, quand je suis d'accord, qu'il puisse dire, mais est-ce que vous avez réglé le problème? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne faisiez pas avant? Parce que la question de réforme, il n'y a pas une seule formation politique aujourd'hui au Togo qui n'est pas d'accord. Moi, j'ai été dans CAP 2015 et on a fait 3 mois de conclave. On a fait la première proposition. On a d'abord étudié le premier projet de loi du gouvernement. J'étais dans CAP 2015 jusqu'à ce que ce soit retoqué. J'ai été là quand on a fait la proposition du CAR de l'ANC CAR. Donc, en réalité, c'est que sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les réformes, ne les réduisons pas uniquement aux réformes constitutionnelles. Malheureusement, aussi dans notre pays, on a tendance à réduire les réformes aux réformes constitutionnelles. Alors qu'il y a 3 types de réformes, à mon sens. Et ça a été encore répété là-bas. C'est que nous avons les réformes politiques qui, contrairement aux autres, peuvent se faire facilement. C'est la réforme constitutionnelle. C'est éventuellement même le régime politique. Mais nous avons une réforme qui est plus importante. C'est une réforme structurelle.
C'est-à-dire que les structures de fonctionnement de nos sociétés, il faut absolument modifier. C'est la réforme à la limite même du GRH, de l'humain. Et ça, c'est une réforme qui est plus lente à mettre en place. Il y a plusieurs structures qu'il faut mettre en place. Et vous avez la réforme financière. J'ai été candidat à une élection présidentielle dans ce pays, et nous tous, nous savons que si on n'a pas d'argent, vous ne gagnez pas l'élection. Dans un pays surtout marqué par la précarité. Et ça, c'est des réformes qui sont structurelles. Donc, malheureusement, c'est que nous avons donné l'impression que cet atelier de HCON allait régler tous les problèmes du pays. Que quand nous nous sortons, comme moi, je sens, finalement, comme l'internaute demande, quelles sont les grandes décisions? Il n'y a pas eu de grandes décisions. Il y a eu des lieux communs. Il y a eu un ensemble de points de convergence sur lesquels l'ensemble des acteurs de l'opposition, de la société civile, des religions dit, ça, sur ces points-là, nous pensons qu'il faut avancer. Nous pensons, par exemple, que sur certaines recommandations de la CVG, il ne faut même pas revenir là-dessus. La question des 2 tours, je rappelle que le projet de loi du gouvernement en juin 2014, mais prenait en compte la limitation de mandat et les élections en 2 tours. C'était une initiative du gouvernement. Nous savons, on pourra en parler 1000 fois ici, nous savons pourquoi ce truc-là n'a pas marché, mais tout le monde veut, c'est qu'aujourd'hui la question c'est de se dire, et peut-être c'est la nouveauté de cet atelier, c'est que tout le monde sait ce qu'on veut, mais c'est comment y arriver. Et il y a peut-être une nouveauté, c'est qu'on peut aujourd'hui s'asseoir, discuter, sans faux fuyant, en ayant en idée une seule chose, c'est que ce pays doit aller vers l'avant. Et pour que ce pays aille l'avant, il faut, je l'ai dit la dernière fois, vous évoquez l'émission de la TVT. C'est-à-dire que nous avons pris les questions de réforme pour arrêter l'avancée du pays. On prend prétexte sur la réforme pour ne pas avancer. Il faut rapidement qu'on évacue cette histoire. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, qu'on avance et que, qu'on soit un pays normal, si vous me prêtez les termes. Non, je voudrais constater que, effectivement, l'enthousiasme qu'on a semblé voir, parce que la seule occasion que nous autres, on a eu, nous qui n'étions pas dans la salle, on a eu d'entendre ceux qui y ont participé, c'est l'émission à la télévision nationale. Mais vraiment, quand moi j'étais dans mon salon, je suivais cette émission-là, j'ai dit c'est fini. Dieu nous a enfin fait grâce. On est sorti de tous nos problèmes. Et je me suis dit, je vais attendre toute la semaine les commentaires, les résultats. J'ai pris soin d'amener sur votre plateau les versions imprimées de toutes les communications qui ont été faites. Et d'ailleurs, le HCRUN a eu le mérite, pendant que l'atelier se déroulait, de rendre public les communications. J'ai parcouru les communications. J'ai parcouru la synthèse. J'ai suivi les émissions qui ont été animées. Je n'ai toujours pas de réponse à la question de savoir. Avant l'atelier du HCRUN, sur la question de la limitation de mandat, on nous a dit que tout le monde était d'accord. Sur cette question, qu'est-ce que l'atelier du HCRUN a apporté? Je n'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui. Il semble bien à écouter le président du NET que la grande avancée de cet atelier, c'est de nous rappeler encore une fois que tout le monde est d'accord. Non, s'il faut organiser, s'il vous plaît, avec les ressources des Togolais, un atelier seulement pour nous dire qu'on est d'accord. Surtout que cet atelier est censé avoir fait des propositions pour une commission qui elle-même va être mise sur pied, vous savez, ça alimenterait les suspicions de ceux qui estiment que le chef de l'État en place sait exactement ce qu'il faut faire, mais que lui et sa famille politique veulent gagner du temps. Vous savez, il y a une analogie que je voudrais utiliser lorsque, sur ce plateau par exemple, les micros, les chaises et votre tablette avec laquelle vous suivez un peu les réactions des internautes, si je vous les prends, la première chose qu'on doit me demander, c'est de vous les restituer. Une fois que je vous les ai restitués, la question se posera de savoir quelles ont été les causes directes ou indirectes de la subtilisation de vos tablettes et compagnie. Donc ça veut dire que quelle que soit la situation, il y a des mesures immédiates à prendre. Et que ces mesures immédiates vont prédisposer les uns et les autres à être plus attentifs à ce que les autres partis disent. Maintenant, ramener à notre débat. Ce que je voudrais dire, là, je ne partage pas l'avis de ceux qui estiment que la question des réformes
cristallise et empêche d'autres débats. C'est normal, puisque c'est la question de la gouvernance politique qui est posée. La gouvernance politique, c'est la colonne vertébrale des institutions dans un pays. En fonction de qui est à la tête, en fonction de comment il a été choisi, en fonction de la redevabilité qu'il se sent obligé d'avoir, oui ou non, à l'endroit des citoyens, il a un comportement qui est dans un sens comme dans un autre. Et lorsque vous avez un chef d'État qui effectivement est conscient de la nécessité de prendre en compte la volonté des citoyens, dans la nomination des ambassadeurs, dans la nomination des ministres, dans le fonctionnement des institutions, il est vigilant. Lorsque vous avez un processus électoral qui est clair, transparent, démocratique, et lorsque vous êtes sûr que le peuple a la capacité de sanctionner celui qui gouverne mal, alors la gouvernance est autre. Je rappelle enfin que lorsque vous suivez l'actualité dans un pays comme la France, plusieurs fois, et moi j'ai suivi à la télévision, les électeurs du Parti socialiste ont dit le président Hollande est en train d'appliquer une politique de droite. Nous ne l'avons pas élu pour ça. Je me sens trahi, a dit un citoyen français, lorsque récemment, il y avait un abus excessif d'un certain nombre de prérogatives que le chef de l'État, le 49.3 notamment, qui était utilisé de façon excessive. Ensuite, la politique appliquée qui semblait favoriser les entreprises. Il dit, nous ne l'avons pas élu pour ça. Et la bonne nouvelle dans un pays comme la France, c'est que les citoyens ont la possibilité, à la prochaine élection présidentielle, de sanctionner le président Hollande. Dans notre pays, malheureusement, ces possibilités n'existent pas. Donc, il me semble qu'on ne doit pas nous dire que ce qui importe pour les Togolais, c'est de manger à leur faim, c'est d'avoir l'éducation. Et donc, il faut reléguer la question des réformes politiques au second plan. Je terminerai en disant aussi que, non, les questions dont nous parlons, c'est des questions qui doivent créer un déclic dans la société togolaise. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé Gnassingbé, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2005, a eu beaucoup de mérites. Sur le plan économique, M. Jerry Tama rappelait tout à l'heure que les indicateurs au niveau macroéconomique sont bons. Mais lorsque vous avez des indicateurs qui sont bons, la question qui se pose c'est de savoir est-ce que cela se ressent au niveau du panier de la ménagère. Est-ce que les institutions qui sont censées s'assurer que ce n'est pas une minorité qui à elle seule profite des privilèges, est-ce que ces institutions fonctionnent? Les membres de ces institutions, comment sont-ils désignés? Donc il me semble que les réformes positives qui ont été enclenchées par ailleurs, dans le domaine de l'ETR, les réformes de l'armée ont été commencées. Donc nous ne disons pas qu'il n'y a pas de réforme. Des réformes sont déjà en cours. Mais il y a une réforme substantielle qui est attendue par les Togolais depuis, s'il vous plaît, près de 10 ans. Et le chef de l'État a, même s'il a la chance de nous suivre, je veux dire, si nous avons la chance, pardon, que lui nous suive, le chef de l'État peut, dès lundi matin, par une simple interview ou un simple discours, ou par un simple communiqué après le Conseil des ministres, donner de l'espoir aux Togolais en disant, il y a eu plusieurs tribunes, beaucoup de personnes ont parlé, je vais enfin montrer la voie. Le malaise que nous avons eu avant la télé du Ashkrim existe toujours aujourd'hui. Le malaise, c'est que nous n'avions pas de chronogramme clair, nous ne savions pas où est-ce qu'il fallait aller, et on avait l'impression que seul le chef de l'État avait la possibilité de nous faire avancer. Nous avons encore cette même situation aujourd'hui. Et donc du coup, et je rejoins ce que l'ambassadeur Berlanga a dit, à force de multiplier les cadres de discussion, de rencontres, mais on crée un malaise, on crée une frustration qui fait qu'à terme, les Togolais risquent de ne plus avoir confiance en la capacité du leadership, notamment au niveau de l'État, à leur montrer la voie. J'espère vraiment que les dirigeants qui sont les nôtres veulent rentrer dans l'histoire de la meilleure des façons. J'espère donc que le chef de l'État va nous surprendre dans les jours à venir. Moi, je n'ose pas dire dans les semaines à venir. On a attendu plus de 10 ans déjà. Donc, j'espère qu'il va nous surprendre. Et que justement, ceux qui sont les plus extrémistes auront alors des raisons de se taire une fois pour de bon, pour que le pays avance. Jerry Tama, sur le même sujet, André Afano a repris ce que Nicolas Berlanga a dit, et un internaute, Kofi Aboyaba, c'est Kossi Aboyaba qui dit lorsque le dialogue se multiplie sans résultat, cela crée un sentiment de lassitude et la confiance entre les acteurs prend
un coup. Aujourd'hui, ça vous en êtes conscient. Alors là, vous avez passé 5 jours à discuter, même si c'est le Ashkroun qui l'a organisé. On a vu tout le monde sortir et se dire bravo, cette fois on a parlé, personne ne s'est fâché. Maintenant, est-ce que vous pouvez dire, après cet atelier, parce que tout le monde le dit, il y a des réformes à court, à moyen et à long terme. À court terme, dans un délai donné, voici les réformes qui pourront se faire. Ou qui a été suggéré par l'atelier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, on parle de démocratie. J'entends quand il parle de démocratie. L'avenir, c'est que tous les éléments qui constituent la démocratie, c'est-à-dire le contrôle du pouvoir de l'exécutif par des contre-pouvoirs, que ce soit l'Assemblée, le pouvoir judiciaire ou d'autres institutions, n'existent pas dans notre pays. Nous sommes dans un régime présidentialiste. Et ça aussi, ça a été rappelé dans l'atelier et ça a été accepté et reconnu par tout le monde. Nous sommes dans un régime présidentialiste où le président de la République est quasiment l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Ça, on peut poser tous les principes. On peut poser tous les principes. Mais pour le moment, au Togo, nous sommes dans un régime où c'est le président qui décide tout. Ça, c'est une réalité. Ah, pour moi, ça, c'est nouveau. De savoir que dans notre pays, malgré tout ce qui s'est passé, c'est important que... Vous savez, on parle à nos compatriotes, mais c'est important. Je vais finir mon mot. Ça, c'est d'abord la réalité. Et quand nous prenons le cheminement de tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, l'année dernière, en 2014 d'abord, en octobre 2014, pourquoi est-ce que les réformes n'ont pas abouti? En juin 2014. En juin 2014. Pourquoi est-ce que le président le gouvernement qui introduit un projet de loi qui porte limitation de mandat et élection de tour, ce que tout le monde réclame depuis longtemps, et qui n'arrive pas à s'entendre avec l'opposition, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on ne s'est pas entendu sur le fait que Faure Gnassingbé doit se présenter ou non. Ça a été le point d'achoppement. On peut dire tout ce qu'on veut, mais que ça achoppe, et donc la consigne donnée aux députés, donc, de ne pas voter le texte. Alors, on l'a dit, dans un autre pays, automatiquement, le Premier ministre démissionnerait. Mais pourquoi le Premier ministre ne démissionne pas? Parce que ce n'est pas lui qui prend la décision. Parce que tout est pris au niveau de la présidence. Et ça, nous pouvons dire logiquement, en principe, tout ça. On peut mettre tous les principes démocratiques devant. La réalité, c'est que nous sommes dans un régime présidentialiste. Et étant dans un régime présidentiel, l'objectif de tout ce qui aspire au changement, c'est de faire quoi? Et là, je reprends une phrase que le Premier ministre Salomé Zoumoul a dit au lancement de notre atelier. Aider Faure Gnassingbé à faire des réformes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'accompagner. Maintenant, on peut dire, on n'a pas besoin de l'accompagner. C'est ce qu'on a dit en 2014. Ah oui, mais on n'a pas besoin de donner un 3e mandat à Faure. Et pour eux, on va... Mais aider Faure Gnassingbé à faire les réformes, ça veut dire quoi exactement? Il faut le supplier de le faire, il faut lui faire quoi? Il faut le supplier de le faire. Ce que moi j'ai compris dans cette logique, c'est qu'il faut aussi comprendre que tout autour de Faure Gnassingbé, il y a des courants. Est-ce qu'il est le chef de l'État? Non, mais il n'est pas le chef de l'État. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des courants. Maintenant, s'il y a un courant majoritaire qui est composé par ceux qui sont réformistes dans son camp, et une grande partie de ce que nous avons représenté la dernière fois à Ashkroun, c'est-à-dire les forces vives, ou bien les représentants des forces vives de la nation, qui vont dans un sens. Et moi, j'ai assisté en 2015 aux échanges quand nous allons traditionnellement, fin 2014, quand nous allons traditionnellement rencontrer le chef d'État pour les vœux, où il a dit, et il a dit même en Allemagne, qu'il est évident que les choses ne peuvent pas s'éterniser. C'est-à-dire que même lui-même, son pouvoir est appelé à évoluer et à évoluer dans le sens aujourd'hui de la démocratie dans les autres pays de la sous-région. Donc aujourd'hui, pourquoi moi je suis optimiste? Je me dis, nous avons mis devant quelqu'un, nous le mettons devant sa responsabilité parce que nous sommes dans un régime présidentialiste. C'est citez-moi les comptes pour voir que nous avons un pays. Mais M. Tama, est-ce qu'aujourd'hui, cet atelier qui vient de s'achever met plus le chef de l'État devant ses responsabilités que ne l'a fait l'APG? Oui. Oui, pour une raison très simple, c'est que l'APG a été en partie dévouée et qu'on appelle désavouée avant d'être rattrapée par une partie de la classe politique. Ça, c'est le premier élément. Et l'APG a fait des recommandations. Recommandations que l'APG avait fait avant, je répète encore, juin 2014. Puisque juin 2014, on est rentré dans l'application à peu près de certaines recommandations de l'APG. Ça a échoué. Après, toutes les autres tentatives ont échoué. Donc, moi, je considère que quand vous prenez les rapports de force aujourd'hui dans notre pays, mais ils sont malheureusement, il faut le dire, uniquement à l'avantage du président de la République. Il y a Madame Améganvi qui a dit lors d'une rencontre de l'ANC que dans ce pays,
on a tout essayé. Mais quasiment, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus rien d'autre, parce que la dernière, le dominateur commun, c'est le peuple, on en parlera tout à l'heure, mais c'est que beaucoup de choses ont été essayées. Que ce soit par certains partis de l'opposition tout seul, que ce soit par le regroupement de partis politiques, que ce soit par la société civile, que ce soit par les diplomates, que ce soit par les religieux. Je ne vais pas dire que tout entièrement a été essayé, il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Si moi, avec le net, nous sommes allés à cette rencontre, c'est parce que nous considérons, comme Kanye l'a dit tout à l'heure, que chaque fois qu'il y a une occasion, il faut la saisir, jusqu'à ce que l'occasion soit la bonne. Mais nous sommes rentrés dans cette salle où, sur le premier tour de parole, tout le monde a dit, nous espérons que nous ne reviendrons pas ici encore pour parler des mêmes choses. Donc, la responsabilité d'abord de Mme Awa Nana, qui a une double casquette, qui est la présidente du HCRUN, mais qui est aussi la présidente de la commission chargée des réformes politiques, institutionnelles, constitutionnelles. Donc, commission qui n'est pas encore complètement constituée, mais dont elle est la représentante. Donc, moi, j'ai décelé, j'ai compris par l'organisation de cet atelier qu'il y a eu une accélération, à mon sens, mais ça, c'est juste mon interprétation, des engagements de Faure Gnassingbé en Allemagne. Parce que, ben voilà, c'est-à-dire que... Vous pensez que c'est un peu ce qu'il a dit en Allemagne? C'est la réponse? Qu'il y a une accélération. C'est-à-dire que puisque l'invitation pour la télé d'Ashken était là, enfin moi j'ai reçu l'invitation avant que Faure Gnassingbé n'aille en Allemagne. Donc il y a une accélération due à, on suppose même que c'était l'idée qu'il avait, j'en sais rien, mais qu'il y a une accélération et qu'aujourd'hui, pour une fois au moins, et l'ensemble des acteurs politiques, moi je ne tiens pas compte de ceux qui n'étaient pas là, mais nous disons l'ensemble des acteurs politiques, des religieux, de la société civile, des diplomates, disent à M. Faure Gnassingbé, vous avez la possibilité de faire la réforme. On le savait tous, on n'est pas en train de créer la roue, on le savait tous, mais aujourd'hui il y a une responsabilité. Nous vous confions le rapport, maintenant à vous d'en faire ce que vous voulez. Maintenant, dans l'idée de savoir est-ce qu'on peut faire la réforme sans l'opposition ou pas, nous tous on le sait, que par voie référendaire, que le chef de l'État, Kanye le dit tout à l'heure, le chef de l'État peut décider par voie référendaire, soumettre une nouvelle constitution, ou bien soumettre une révision constitutionnelle par voie référendaire, sans passer par l'Assemblée. Ce que nous disons, c'est que pour une fois, nous le disons ouvertement, en disant, ne prenons plus prétexte sur les blocages de l'Assemblée pour ne pas faire les réformes. Ne nous appuyons pas sur le fait qu'il y en a qui ne veulent pas, même ceux qui n'ont pas voulu venir, si demain, et nous l'avons vu lors de la fameuse loi Bodiona, nous l'avons vu avec la CVGR, il y a des gens qui ne viennent pas, qui fustigent, et dès qu'il y a du positif, ils sont les premiers à en faire les décisions. Donc ce que nous disons tout simplement, c'est que, moi je dis, s'il y a quelque chose de nouveau, c'est que pour une fois, au moins, une bonne partie de la classe politique, une bonne partie des forces vives de la nation disent, les réformes, monsieur Faure Gnassingbé, vous pouvez les faire. Vous avez la possibilité de le faire. Vous avez une partie, l'ensemble même de la classe politique et tout le monde qui dit faites-le, il y a des points de convergence. Mais maintenant, bien entendu, qu'il y aura toujours des petits détails. Vous savez que le diable réside dans les détails. Bien entendu. André Afanou. Vous savez, encore une fois, moi, je n'ai pas eu le privilège d'assister à l'atelier du HCRUN. Donc, tout ce que les participants à l'atelier disent, je le prends pour argent comptant. Et je constate qu'un leader politique de premier ordre, Jerry Komandega Tama, a déclaré que des réflexions à l'atelier du HCRUN, il a issu le fait que dans notre pays, le chef de l'État est l'alpha et l'oméga. Qu'il n'y a pas de réel contre-pouvoir. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure sur votre plateau. Et que donc, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, les institutions, la Cour des comptes, la Haute Autorité de la communication, et j'en passe, serait alors simplement, je n'ose pas utiliser une expression, serait simplement aligné derrière ce que voudrait le chef de l'État. Cette affirmation me paraît être suffisamment importante pour être relevée, pour qu'elle soit débattue tout au long de la semaine, pour qu'on sache si oui ou non tout le monde est d'accord que c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Parce que ce même chef de l'État, lorsque, avant le processus électoral de 2015 a été annoncé, nous a dit, sur la question des réformes, je veux que les institutions fassent leur travail. Je veux que l'Assemblée nationale, où cette question est censée être débattue, fasse son travail. Ce qui présupposait que le chef de l'État nous disait que l'Assemblée nationale est indépendante et que lui n'a pas à influencer. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui nous rend perplexes et sur lequel il faut bien qu'on nous dise quelque chose. Alors, mais là, sur la déclaration du président du NET qui reconnaît que nous sommes dans un régime présidentialiste, c'est-à-dire vous ne semblez pas le constater comme ça, c'est ça? Non, je voudrais simplement constater qu'en 1992,
les Togolais ont choisi de vivre dans un régime démocratique où il y a un état de droit. Caractéristique essentielle, la primauté de la règle de droit, l'égalité de tous devant la loi et l'indépendance des institutions. La séparation des pouvoirs. Voilà. Donc, à aucun moment, officiellement, on a remis cela en cause. Il y a eu une modification constitutionnelle entre-temps, mais on nous a toujours dit, et je veux faire le naïf, on nous a toujours dit que nous sommes en démocratie, qu'il faut laisser les institutions faire leur travail. Et donc, si officiellement on a constaté que les institutions dans notre pays ne sont pas à même de faire leur travail, et que seul le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Faure Essassina Gnassingbé, serait l'alpha et l'oméga, il faut que les Togolais le sachent. Et que désormais, quel que soit le problème qu'ils ont, que les Togolais se dirigent vers celui-là. Sur une autre question, je voudrais constater que, oui, et ça, M. Thierry Tama l'a dit, nous avons essayé beaucoup de choses dans ce pays. En 2005, il y a eu l'accord politique global. Avant cet accord politique global, il y a eu des rapports de commission d'enquête des Nations Unies. Un rapport qui a eu des recommandations. Le chef de l'État, Faure Essassina Gnassingbé, a eu le mérite de mettre sur pied une commission, souvenez-vous, pour revisiter notre histoire. Cette commission a formulé des recommandations. La commission Vérité et Réconciliation a formulé des recommandations. L'accord RPT-UFC avait des points précis qui, souvenez-vous, devaient être exécutés après 6 mois. Donc au final, nous sommes en 2016 où enfin, il faut que le chef de l'État, puisqu'on vient de nous dire que c'est lui qui aurait tous les pouvoirs, que le chef de l'État, dès que possible, constate qu'au sein de sa population, d'ailleurs on disait déjà depuis très longtemps que Afro Baroben nous a démontré que près de 85% des Togolais voulaient les réformes, et on a malgré tout jugé utile de confier encore la réflexion à des gens. Voyez-vous, donc on a l'impression de tourner en rond. Et s'il est vrai que le chef de l'État a tous les pouvoirs, donc que l'atelier du HQ a constaté qu'il a, moi j'exhorte nos compatriotes dès lundi matin à lui envoyer des lettres, à l'interpeller sur les médias, à lui écrire, à faire des banderoles, à faire des pancartes, pour que il réponde aux préoccupations qui sont les nôtres. Parce que autrement, des efforts que lui-même il est en train de déployer dans d'autres domaines passent inaperçus. Moi j'ai eu le privilège de participer il y a 2-3 ans à l'initiative Togo Vision 2030. C'est un projet qui, moi, m'a inspiré confiance. Parce que, pour une fois, il ne s'agissait pas d'analyser les problèmes, mais de prendre du recul pour faire l'état des lieux et projeter la nation togolaise sur les années à venir. À cet exercice-là, des partis politiques de tendance jugée généralement extrémistes n'ont pas jugé utile de participer. Ce que nous avons regretté. Mais l'une des raisons qu'ils ont invoquées, c'est le fait que justement, il y a eu plein d'exercices auparavant, exercices qui n'ont pas donné grand-chose. Non, ne serait-ce que ce projet Togo Vision 2030, qui aurait dû nous donner une idée sur le Togo de demain. S'il avait abouti, il aurait fait l'économie un peu des réflexions qui ont été faites sur la République d'hier et la République de demain. Parce que dans le cas de Togo Vision 2030, ces réflexions ont été faites. Donc, on a l'impression d'avoir un éternel recommencement. Et les crispations sont assez élevées. Je voudrais rebondir sur la question du rapport de force. Pour dire que moi, personnellement, j'ai un avis contraire à celui de beaucoup d'observateurs, y compris à celui de l'éminent président du NET. Je ne pense pas que le rapport de force soit en faveur du président de la République aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que si vous définissez le rapport de force comme étant la possibilité d'aller prendre l'armée, la masse, l'argent, les ressources financières et tout, et que vous constatez en avant, que l'opposition est fragile et tout, alors à mon avis, vous n'avez pas fait la bonne analyse. Aujourd'hui, l'ensemble de la société togolaise, toutes les composantes, les diplomates, les églises, mettent la pression sur le chef de l'État. Mais est-ce que c'est une je peux terminer, s'il vous plaît. Je peux terminer, s'il vous plaît. Ils mettent la pression sur le chef de l'État pour qu'il dise oui à une requête qui date de plus de 10 ans. Si le chef de l'État n'y répond pas, il nous met tous en danger, s'il vous plaît. Parce que si on continue de marteler que le rapport de force est en sa faveur, des illuminés quelque part vont vouloir créer
excusez-moi, à la sauvage leur rapport de force. Moi, j'ai visité l'histoire de la Côte d'Ivoire. Au début des années 2000, le président Gbagbo, fraîchement arrivé au pouvoir, avait la possibilité de créer les conditions d'une gouvernance véritablement démocratique. Il a organisé un forum national de dialogue. Malheureusement, les conditions dans lesquelles les gens ont été invités, les décisions qui devaient être mises en œuvre n'ont pas été véritablement inclusives. La conséquence, on la connaît. Des Ivoiriens se sont retirés à Ouaga et ont créé une situation chaotique dans un pays où personne n'imaginait qu'il pouvait sombrer dans le chaos. Donc, s'il vous plaît, nous n'avons pas besoin d'obliger d'autres personnes illuminées à créer un rapport de force. Deuxième exemple, c'est le Zaïre de Mobutu Sese Seko. Le président Mobutu avait la possibilité, après la conférence nationale qui a été très longue, de répondre aux appels de son peuple. Il ne l'a pas fait. Laurent Désiré Kabila a surgi de nulle part, du Nord Kivu, et on connaît la situation. Donc pour moi, c'est une supplication à la limite que je fais au chef de l'État. Pour que, s'il y avait, comme on peut imaginer partout, des courants autour de lui, dont certains voudraient les réformes, d'autres non, qui puissent prendre encore de la hauteur. Parce que de mon point de vue, depuis qu'il est arrivé, le chef de l'État a pris de la hauteur par rapport à un certain nombre de questions. Il a pris des décisions courageuses que des gens n'ont pas imaginées. Il a fait arrêter Pascal Bodjona, il a fait arrêter son petit frère Kwacha Nyasingbe, alors que les gens disaient que le ministre Kwacha Nyasingbe avait le contrôle de beaucoup de généraux, d'officiers dans l'armée. Moi, je n'en sais pas grand-chose. Le chef de l'État a eu le courage de faire la réforme au sein de l'OTR. Et on a obligé, souvenez-vous, tous les cadres de l'OTR à déclarer leurs biens. Ça, c'est du courage qu'il faut pour faire ça. Donc, le courage doit maintenant venir sur le terrain sur lequel non seulement les Togolais, mais l'ensemble de la communauté internationale nous attend. L'ambassadeur des États-Unis, souvenez-vous, avant même l'atelier du Ashkrin, avait dit lors de la fête de l'indépendance, les États-Unis sont prêts à favoriser le dialogue entre les acteurs. Quand un diplomate parle, il faut savoir interpréter ses propos. C'est-à-dire que le diplomate constatait que, oui, il faut les réformes dans ce pays. Deuxième élément, c'est encore un ambassadeur qui a parlé, c'est l'ambassadeur Berlanga. Il a dit, il a parlé de façon diplomatique, mais en langage, en français simplifié, en français facile. L'ambassadeur Berlanga nous a dit, à force de faire des rencontres, à force de ne pas mettre en œuvre les résultats des rencontres, vous risquez de frustrer vos compatriotes. Et c'est une situation qui ne libérera pas les énergies créatrices au sein de la société togolaise. Il y a au sein de la diaspora des gens qui veulent enfin avoir le droit de voter. Il y a au sein de la population togolaise des gens qui veulent enfin avoir des institutions vers lesquelles ils peuvent aller lorsque le président de la République ou les ministres vont prendre des décisions qui vont être entachées de ce qu'on appelle l'excès de pouvoir. C'est ça la justice administrative. C'est ça. Donc les Togolais veulent des choses comme ça. Il y a des entreprises qui veulent venir s'installer au Togo, créer la richesse, mais qui se disent, ah, pour le moment, les conditions ne sont pas favorables. Donc forcément, il faut un déclic, s'il vous plaît, dans ce pays. Et de mon point de vue, tous les leaders d'opinion, et ça se fait déjà, doivent continuer, je suis désolé, de mettre la pression pour que le chef de l'État, parce que voyez-vous, il y a aussi un langage politiquement correct qui consiste à dire, vous savez, c'est le chef de l'État, il faut le ménager, il ne faut pas donner l'impression de le pousser. Non, le chef de l'État, à moins que je me trompe, je veux continuer pas à faire le naïf. Le chef de l'État, il nous fait collecter l'impôt. Le chef de l'État, il perçoit les ressources sur un certain nombre d'activités et il gère la res publica pour nous. C'est-à-dire la chose de notre papa, il la gère pour nous. Je vais terminer avec un dernier point. Vous savez, dans ce pays, on a été récemment capable d'ériger à Kara une statue à l'honneur du président Eyadema. Sur le principe, il n'y a pas de problème, puisque le président Eyadema a eu le mérite de gérer le pays pendant un certain nombre d'années. Mais personne ne s'est posé la question de savoir à quel moment on érigera une statue en l'honneur d'un autre président, par exemple. Vous allez dans les administrations dans notre pays, il y a des administrations où vous voyez encore des photos du président Eyadema que personne n'ose enlever. Donc il faut créer une énergie, un déclic qui permettra aux Togolais simplement d'aller vers les institutions pour que tout ce qui semble être une répartition inéquitable des richesses et des opportunités, tout ce qui semble être un dysfonctionnement, que le chef de l'État ou les institutions puissent les résoudre. Autrement, on est dans un régime où il faut nous le dire clairement, quoi.
que non, nous sommes dans un régime où le chef de l'État sera toujours l'alpha et l'oméga et on va se taire. Alors, Jerry Tama, je voudrais qu'on parle maintenant des réformes dont on a discuté à l'atelier. Des réformes à court terme, des réformes à moyen terme et des réformes à long terme. Aujourd'hui, est-ce que cet atelier a permis clairement de se dire les réformes politiques sont des réformes urgentes? Non, encore une fois, du moment où vous n'avez pas un rapport qui a été paraphé par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire que le débat général qui s'est mis en place le dernier jour, je vous ai parlé de point de convergence. Il faut être, je pense, il faut parfois être un peu très précis sur les mots. Quand on parle de point de convergence, c'est qu'il y a eu des points sur lesquels on a dit, ok, on pense que c'est dans ce sens. Mais le truc n'a pas été sanctionné par un rapport final signé par l'ensemble des acteurs qui dit, voilà ce que l'atelier, encore que ce n'était pas l'objectif, je répète encore. Il y a eu trop de communication sur l'atelier et il y a eu trop d'attentes sur l'atelier. Mais pour revenir un peu, je vais reprendre la question, mais pour revenir un peu à la question de savoir si le chef de l'État, l'alpha l'oméga, c'est dans la pratique. Sur papier, on a des institutions qui sont supposées fonctionner. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui dans la pratique qu'elle systématiquement retourne au niveau du chef de l'État. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de togolais. Dans beaucoup de régimes qui ont voulu imiter le régime semi-présidentiel français, ont glissé progressivement vers le présidentialisme, où finalement, même aujourd'hui en France, c'est-à-dire que malgré qu'on dit qu'il y a séparation de pouvoir, il y a peut-être un pouvoir qui est un peu séparé, c'est le pouvoir judiciaire, parce que dès que vous vous retrouvez avec une juxtaposition des élections locales et législatives et présidentielles, vous vous retrouvez avec un président qui a une majorité qui est à l'Assemblée. Et donc cette majorité-là suit le président, et quand vous prenez en compte toutes les tentatives de votre contestation, même venant de la part de la gauche, rapidement les gens se sont rendus compte qu'on risque de perdre notre majorité et puis donc refait bloc derrière le président. Donc quand vous avez un régime de cette nature-là, vous avez un régime qui finit par être présidentialiste, mais à contrario dans d'autres pays, c'est que vous avez des institutions qui peuvent être indépendantes comme le pouvoir judiciaire en France, mais surtout vous avez dans d'autres pays une répartition qui est plus homogène des ressources. Ce qui est particulier au Togo, c'est que les ressources sont détenues que par les gens qui sont au pouvoir. À partir de ce moment-là, mais tous les autres, nous opposants, nous sommes des opposants pauvres au Togo. Et qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir avoir l'autonomie de vos actions? Donc c'est ça qui fait que notre régime au Togo est particulier. Contrairement même au Bénin à côté. Est-ce que vous imaginez au Togo quelqu'un avoir une fortune comme M. Ajavon ni M. Talon et être indépendant? C'est pas possible. Donc c'est ça qui fait que nous avons un régime particulier et que nous sommes obligés de tenir compte de ce particularisme-là. Parce que avant nous avons un peu fait les flagonneurs, on dit oui mais ça prenez d'abord 2010, après la proclamation des résultats. M. Fabre avait dit non, mais qu'en un mois il va reprendre son pouvoir. Prenez même le 12 juin 2012, quand on a eu une foultitude, on se disait mais avec ce qui est sorti là, en une semaine, mais qu'est-ce que ça fait? Ça n'a rien bougé. Donc aujourd'hui, il faut peut-être s'appuyer sur ces erreurs et se dire, peut-être qu'en prenant un peu les gens à leur propre piège, entre guillemets, on peut faire avancer les choses. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir si les réformes dites immédiates, à savoir ce sur quoi nous tous nous sommes d'accord, limitation de mandat et élection et tout, mais si ces réformes, on peut les faire tout de suite, puisqu'on avait une occasion l'année dernière, en 2014. C'est-à-dire, ce que moi je regrettais, c'était la position du net en 2014, c'était de dire, ok, si M. Faure Gnassingbé ou bien son courant veut l'autoriser à se présenter, mais prenons, parce qu'en prenant de toute façon la limitation de mandat, ça fait acte. Et nous savons que quel que soit le cas, même si nous sommes réduits à avoir une alternance d'hommes en 2025, c'est que nous aurons déjà la limitation de mandat et de tout. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir si c'est un jeu ou c'est pas un jeu, parce que malheureusement, on n'a pas saisi l'occasion. Donc, le rapport de force fait que, étant dans ce particularisme togolais, où tout est concentré autour de l'exécutif, en réalité, quand on parle de limitation de mandat, puisque ça a été les sujets qui ont eu lieu à l'Assemblée, dans ce truc. Mais aujourd'hui, des gens disent, oui, mais faisons le régime parlementaire, qui a la possibilité de donner réellement vrai pouvoir à l'Assemblée. Mais quand vous prenez un régime comme le nôtre, où quasiment un seul parti a tous les leviers, en réalité, c'est que le jour où vous faites un régime parlementaire, il n'y a plus de limitation de mandat. Et quelqu'un peut faire même 50 ans, 100 ans. Parce que c'est en fonction des alliances à l'Assemblée nationale qu'on nomme un chef de l'exécutif. Donc, en tenant compte de tous ces particularismes,
nous disons réforme immédiate. Il y a deux idées qui se lancent. Réforme immédiate, c'est-à-dire qu'on reprend ce qui a été raté en 2014, on le refait. Aujourd'hui, quand vous prenez la proposition de l'ANSI a dit, la seule chose qui s'ajoute, c'est la déclaration des biens. Voilà. Donc, on dit, ok, ça on est tous d'accord. On décide tout simplement de ne pas trop se focaliser sur la question de savoir si quelqu'un se présente ou non, mais beaucoup plus mettre l'accent sur la transparence des élections pour pouvoir aller vers des élections qui reflètent réellement la volonté du peuple. Et en ce moment-là, on peut faire la réforme immédiate. Mais il y a une autre idée qui vient, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est l'affaire de voir si on peut pas aller à une nouvelle constitution, à une 5e République. Parce qu'il ne sera pas intéressant de dire on fait une réforme cosmétique. Et dans ce temps-là, on est en train de réfléchir à une nouvelle constitution qui prend en compte les manquements de la constitution de 94 et 92 et les manquements de la constitution de 2002 qui ont toutes les deux ont un certain mérite ou bien un certain défaut. C'est que ça a été des constitutions qui étaient un peu orientées. Encore que bon, là c'est tout un autre débat. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des points sur lesquels, les points de convergence, c'est de dire que notre constitution aujourd'hui est suffisante, est trop critiquée. Et pour l'adapter aux enjeux de notre société, qui peut être plus intéressant aujourd'hui d'aller à une nouvelle constitution. Mais ça, c'est ce que j'appelle point de convergence. Que les éléments, limitation de mandat, élection à deux tours, code électoral, eh bien, vous imaginez, 15% des gens qui sont inscrits sur les listes ne sont uniquement pas les témoignages. Donc, c'est pas une réforme immédiate. C'est une réforme longue parce qu'il faut réformer notre état civil. Il faut voir exactement que demain c'est quoi. Est-ce que c'est la carte électorale qui devient une pièce d'identité ou bien c'est l'état civil. Donc il y a beaucoup de réformes. Justement, à l'atelier, il a été question de parler de beaucoup de réformes en général. Et là, sur le sujet, l'internaute demande. J'ai eu une préoccupation à écouter les participants de cet atelier, de même que les responsables du HCRUN. L'atelier a permis d'avoir une idée large des réformes. D'aucuns vont jusqu'à citer le secteur de l'éducation. En considérant le contexte togolais, c'est lui qui écrit, n'est-ce pas un danger d'élargir le sens du concept de réforme? C'est-à-dire, on met tout dans le mot réforme. C'est ce qu'il demande. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'élargir le sens du contexte réforme? D'abord, c'est que quand vous prenez une constitution sur laquelle tout le monde dit que c'est l'une des meilleures constitutions, c'est-à-dire la constitution américaine, mais il y a des amendements. C'est-à-dire qu'une société avance en se reformant, en s'adaptant aux enjeux. Donc quand on parle de réforme, c'est que, Kani n'était pas de mon avis tout à l'heure, c'est que nous avons tellement cristallisé l'attente d'être togolais sur les réformes, que finalement quand vous arrêtez quelqu'un, vous lui demandez c'est quoi la réforme, il dit limitation de mandat, élection de tout. Alors que les réformes sont plus grandes, elles sont plus profondes. Et qu'à la limite, même cette commission qu'on veut mettre en place, la commission réforme et institutionnelle, politique et constitutionnelle, ben ça peut, les réformes qu'on doit faire dans notre société, j'ai parlé tout à l'heure de 3 réformes. Si nous ne faisons pas une réforme financière, nous avons aujourd'hui une Cour des comptes qui ne joue pas son rôle. Ou c'est vrai, peut-être au niveau de l'hôtel, les gens déclarent le bien, mais combien de personnes déclarent le bien dans ce pays? Donc, il y a une réforme financière qu'il faut pouvoir faire. Il y a une réforme financière, même au niveau des campagnes électorales, qu'il faut pouvoir faire. Donc, il y a des réformes qui peuvent être faites immédiatement. On peut tout simplement, les yeux fermés, dire ce sur quoi on s'est déjà entendu à l'Assemblée nationale et qui a chopé uniquement sur la question de savoir est-ce que M. Fonya Singbe se présente en 2015 ou non, mais qu'on peut entamer une dernière discussion rapidement et faire cette réforme. Ça, c'est une approche. On peut dire, et ça a toujours été la vie du net, que l'ensemble, les deux constitutions, pas les deux constitutions, la constitution de 92 et celle toilettée, crée tellement de crispation qu'il faut aller à une nouvelle république. Nous, depuis le début, nous avons toujours dit, allons à une 5e république, qui tient compte des enjeux actuels. Donc, les réformes immédiates, ça peut être ça, réforme constitutionnelle, ça, parce qu'il y a déjà quelque chose sur la table. Mais si on veut bien faire les choses, nous pensons au niveau du net qu'il faut aller à une nouvelle république qui tient compte de tous les problèmes, de tout ce que nous sommes en train de dire depuis plus de, c'est pas uniquement 10 ans, depuis 92. Parce que ce qu'on a mis, la constitution de 92, en réalité, n'a jamais été appliquée. C'est-à-dire que dès les élections de 94, les élections de 94 et le départ du cadre de l'Assemblée, c'est fini. Quand le RPT à l'époque a récupéré certains députés, c'est fini la constitution de 94 qui devait mettre ensemble une sorte de balance entre le Premier ministre et le président de la République a disparu. Et on a toiletté en 2012 pour vider complètement l'esprit de cette constitution. Donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il fallait une nouvelle république. Et s'il faut une nouvelle république, donc il ne faut pas faire de réformes cosmétiques en modifiant uniquement 1 ou 2 articles au niveau de la Constitution, mais qu'il faut faire une large consultation
et voir exactement les points de convergence sur lesquels nous pouvons mettre en place une constitution. Si on dit que 85% de la population veut les réformes, donc je pense qu'il faut faire une large consultation pour voir exactement les points sur lesquels nous devons nous entendre. Et c'est l'occasion ou jamais, à mon sens, de pouvoir prendre les avis de tout le monde et faire une constitution qui satisfait l'ensemble des Togolais. Autrement dit, ce n'est pas pour aujourd'hui. Autrement dit, ça peut ne pas être pour demain, mais ça peut être pour après-demain si la volonté politique y est. Ah, oui, on a juste précisé que, oui, il faut pas donner l'impression que nous ne savons pas ce que les Togolais veulent aujourd'hui. Un État est perpétuellement en réforme. D'ailleurs, l'organisme humain lui-même demande à être régénéré chaque jour. Donc, une position statique n'existe pas. Autant la Constitution américaine que toutes les constitutions au monde, toutes les lois doivent pouvoir être revisitées en permanence. Et donc, au Togo, depuis que le chef de l'État Faure Eswazimana est arrivé, il a fait des réformes dans certains secteurs. Ça, c'est la vérité historique. On nous a annoncé clairement, par exemple, moi je ne suis pas militaire, mais qu'il y a une réforme de l'armée avec la création de 2 régions militaires. On nous a annoncé que, à un moment donné, les impôts et la douane devaient fusionner. Et ça a créé l'OTR. On a même jugé utile d'aller prendre quelqu'un qui n'est pas togolais pour venir gérer l'OTR. Moi, je ne trouve pas particulièrement d'inconvénient à ça, si la personne est compétente et si les résultats suivent. Et selon ce que les spécialistes nous disent, les résultats suivent. La vie continue. Donc, sur un domaine aussi important que la gouvernance politique, il faut qu'un jour les réformes soient faites. Point barre. Alors justement, souvenez-vous, si vous permettez. Pour vous, c'est vrai que sur le sujet des réformes, vous vous engagez beaucoup. On vous suit même sur Facebook. Est-ce que pour vous, réforme aujourd'hui, ça veut dire les 2 choses fondamentales auxquelles tout le monde pense? Pour moi, les réformes, c'est clairement 3 choses. Que la limitation de mandat soit effective. Que le chef de l'État nous dise pas ce qu'il a dit en Allemagne. Et j'avoue qu'effectivement, à titre personnel, je suis engagé simplement parce que j'estime que c'est une question de respect de la parole donnée. Je n'ose pas croire que la parole d'un chef d'État va devenir banale. Et que lorsque je suis dans mon salon, et que le président de la République de mon pays me dit qu'il veut faire un discours, que je puisse dire non, c'est pas la peine parce que de toute façon, ce qu'il va dire, il ne va pas le respecter. Je ne veux pas avoir cette logique-là. Le chef de l'État de mon pays m'a dit en 2009, je ferai les réformes avant l'élection de 2010. Il ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. C'est pas grave. Mais j'ose croire qu'enfin, le moment est venu pour qu'il les fasse. Donc pour moi, que veulent dire les réformes? Les réformes veulent dire d'abord limitation du mandat présidentiel. Parce que simplement, c'est une exigence. C'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques au niveau international. C'est des critères de convergence aujourd'hui en matière de démocratie. Moi, je n'étais pas dans la salle encore une fois. Mais j'ai pris la peine de discuter avec les gens qui étaient dans la salle. On m'a dit que le premier ministre Kofi Go, notamment, aurait déclaré que l'une des raisons pour lesquelles la limitation de mandat a été introduite dans la Constitution de 92, c'est non seulement parce que effectivement c'était la pratique au niveau international, mais surtout parce que, ayant constaté qu'il y avait des coups d'État ici et là, et que notamment il y avait aussi des tentatives d'un certain nombre de Togolais d'accéder au pouvoir par la force, le constituant a souhaité qu'il y ait une limitation pour que ceux qui sont tentés d'utiliser la force s'asseyent, convaincre les Togolais et attendent leur tour. Ce critère-là, cet élément existe toujours aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire que le président de la République actuelle, c'est lui qui a le meilleur projet pour les Togolais. Je conviens qu'il a de bons projets. Je conviens qu'il peut avoir un projet très bien. Mais c'est possible que des idées encore plus lumineuses existent dans notre société. Il faut favoriser la limitation pour qu'à un moment donné, il parte. Je suivais hier, et c'était extraordinaire encore sur un média, le docteur Iou, qui de par ses points de vue, en réalité, soutient la plupart du temps les positions du parti au pouvoir, qui a dit que l'une des raisons pour lesquelles il y a eu la limitation de mandat aux États-Unis, c'est pour des raisons médicales. C'est un médecin qui parle. Il a dit que l'organisme de l'homme ne peut pas être à même de gérer un État pendant plus de 10 ans et être encore au maximum de ses potentialités. C'est le médecin qui parle. Et je veux bien le croire. Donc pour moi, c'est très important que dans notre pays, le mandat soit limité. Surtout si on a l'impression
que c'est une même famille politique et biologique qui gère le pays depuis. Deuxième élément du mode des réformes pour moi, c'est le mode de scrutin. Vous savez, il y a possibilité que plusieurs projets se présentent au pays. Mais ce qui est souhaitable, c'est que les étudiants, les étudiants, les syndicalistes, les partis politiques et tout le monde puissent avoir à la tête du pays celui qui a le meilleur projet et celui en qui le maximum de Togolais croient. Moi, le système électoral qui me séduit le plus, c'est celui des États-Unis. Vous voyez que au sein d'un même parti, il y a un combat acharné. C'est ce qu'on appelle les primaires. Oui, où vous êtes mis à l'épreuve, non seulement physiquement, mais surtout, on essaie de scruter votre passé et votre vision pour le pays. Quel est le projet que vous avez, par exemple, dans le domaine de l'éducation, de la santé et tout le reste? Et à la veille de la convention démocrate, j'ai entendu des analystes dire que Hillary Clinton devra faire des concessions à des gens comme, je crois, Bernie Sanders et d'autres, qui, pendant la campagne pour les primaires, avaient des points de vue qui n'étaient pas proches de Hillary. Donc ça veut dire que au sein d'un même parti, votre proposition politique va être discutée, rediscutée, et c'est le meilleur plan que vous donnez au peuple. Donc lorsque vous avez un mode de scrutin à 2 tours, le premier tour permet effectivement, et je crois que M. Dieritamos l'a dit une fois, à chaque acteur de faire prévaloir ses idées. Et au deuxième tour, vous choisissez alors un homme. Et les autres sont obligés de s'aligner derrière. S'il y avait eu une élection à 1 tour au Bénin, Patrice Talon ne serait jamais président. C'est important à préciser. Et donc, il y a un sentiment d'injustice de mon point de vue qui fait que notre système permet que le meilleur ne soit pas forcément celui désigné par la majorité. Les élections législatives de 2013, rappelons-nous, ont révélé que près de 1,1 million Togolais avaient voté pour l'opposition et que moins de 900 000 avaient voté pour le parti au pouvoir. Et le résultat des courses, c'est que le parti au pouvoir a la majorité absolue. Il y a quelque chose d'injuste dedans. Premier point, limitation de mandat. Deuxième point, mode de scrutin. Mais troisième point, très important pour moi, quand on parle de réforme, c'est la composition des institutions et le mode de désignation de ces institutions-là. C'est-à-dire que, en réalité, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, la personne peut être amenée à faire des abus de pouvoir. C'est Montesquieu qui disait que tout homme qui est du pouvoir est porté à en abuser. Et Ronlis a renchéri en disant que le Ghana qu'il veut, c'est un Ghana où même si c'est quelqu'un de sauvage ou un animal qui devait diriger le pays. Il a même parlé du diable. Ici c'est le diable, merci beaucoup, qui devait diriger le pays. Que les institutions puissent le rappeler à l'ordre. Donc, moi j'estime que le débat aujourd'hui, c'est qu'il faut limiter le mandat, il faut faire le mode de scrutin en 2 tours, et il faut qu'on sache quelle est la façon dont nous désignons les membres de nos institutions. Il faut que eux tous, surtout leurs premiers responsables, les présidents de la HAC, de la CNDH, de la Cour constitutionnelle et de la Cour des comptes, qu'ils aillent devant l'Assemblée nationale, qu'ils soient auditionnés, qu'on puisse scruter leur curriculum vitae, qu'on puisse leur demander quelle ambition avez-vous pour l'institution que vous voulez diriger. Moi, je n'ai rien personnellement contre le président Pitan Tchala de la HAC, mais franchement, après avoir été ministre pendant des années sous le président Yadema, après avoir été conseiller du président Foresta Zinanya Singbe, est-ce que vous êtes certain que la personne qui a la meilleure vision pour la HAC aujourd'hui, c'est le président Pitan Tchala? Je ne suis pas sûr. Et donc, simplement parce que notre système actuellement permet au chef de l'État de nommer qui il veut, quand il veut, comme il veut, la redevabilité à l'endroit des citoyens n'est plus effective. Il y a une sclérose dans la nation. Qu'est-ce qu'on reproche souvent à une administration étatique comparée aux sociétés privées? On dit que dans les administrations, vous avez des fonctionnaires qui se lèvent le matin, ils vont s'asseoir, ils n'ont pas grand-chose à faire, la productivité n'est pas mesurée sur la base d'indicateurs clairs, et ils sont là, ils savent qu'à la fin du mois, on va les payer, et puis la vie continue. À l'inverse des sociétés privées, où lorsque vous êtes recruté, vous avez un cahier de charges. Vous avez des résultats à obtenir, à atteindre à la fin de chaque mois. Et vous vous battez pour que les résultats soient obtenus.
et la productivité est au rendez-vous. Donc au final, j'estime que ce n'est pas juste de noyer la question de ces réformes fondamentales dans une question plus générale, à savoir celle des réformes dans d'autres secteurs, l'éducation et autres. Je précise aussi que j'ai suivi encore, comme je l'ai dit avec grand intérêt, les interventions notamment de Mme Ariagnon, et j'ai été encore inquiet. Parce que lorsque la question de la priorisation des réformes a été posée par un de vos confrères, notamment Nana FM, Mme Ariagnon a dit que ce qui était important, ce qui se serait dégagé de la salle, c'est la question du cadre de vie des Togolais. En d'autres termes, ce que les Togolais voudraient de façon prioritaire, c'est avoir leurs salaires qui sont versés, avoir les salaires qui est doublé. Je m'inscris en faux contre ça. Non seulement parce que le cadre de vie est déterminé par la gouvernance politique, par le leadership, mais aussi parce que, encore une fois, de ce que j'ai entendu de ceux qui ont participé à l'atelier, et là je parle sous le contrôle de M. Jerry Tama, lorsque la question de la limitation de mandat est arrivée, et que le rapport général était présenté, Maître Jovi Gali aurait déclaré que sur la limitation de mandat, tout le monde a dit qu'il faut limiter et qu'il faut limiter à 2. Maître Jovi Gali aurait déclaré ça. Et que cela aurait été consigné dans le rapport. Donc si tout le monde est d'accord qu'il faut limiter à 2, il ne faut pas ressortir pour dire que on n'a pas dit le nombre auquel il faut limiter. Parce que j'ai l'impression que on nous a annoncé beaucoup de choses à l'atelier. On y a cru, d'autres non, mais de toute façon, même ceux qui n'y étaient pas avaient l'espoir secret que cet atelier apporte quelque chose. Je sais par exemple qu'un parti comme l'ANC, notamment son chargé à la communication, M. Éric Dupuis, dans l'un des groupes au niveau des réseaux sociaux, avait réclamé à corps et à cri qu'on lui envoie la communication de Monseigneur Bariga, par exemple. Donc je me dis, s'il n'était pas intéressé par l'atelier, il n'aurait pas demandé la communication. Donc tout le monde a cru que l'atelier devait donner quelque chose. Et l'atelier apparemment, enfin, a mis, y compris les gens dont on présumait qu'ils étaient sceptiques, d'accord. Donc à partir de ce moment, qu'on nous dise clairement qu'est-ce qui a été dit à l'atelier, pour que le chef de l'État n'ait pas le choix. Parce que moi j'ai l'impression qu'actuellement, bon, peut-être c'est ce qu'il faut faire à ce niveau-là, au niveau des institutions. Moi, je n'en sais pas grand-chose. Actuellement, on est en train de faire comme si, en définitive, c'est toujours le chef de l'État qui décidera de façon souveraine. Donc, c'est ça qui me met, moi mal à l'aise. J'ai parlé longtemps, mais pour résumer, pour moi, les réformes, c'est quoi? Limitation de mandat, mode de scrutin et déverrouillage des institutions. Directement, c'est ces 3 réformes sur lesquelles André Kani-Afanou vient de mettre l'accent. Je suis persuadé que vous n'êtes pas contre. Ça, est-ce qu'il faut attendre le midi à 14h pour le... Non, mais moi, je ne suis même pas... En fait, quand on parle de limitation de mandat et d'élection à 2 tours, quand on parle de réforme, qu'est-ce qu'on vise sur le fond? On vise, bien entendu, un déverrouillage des institutions, comme il le dit. Mais est-ce que si nous ne faisons pas la réforme financière, je reviens toujours à la réforme financière, si nous ne faisons pas la réforme financière, est-ce que demain, rêvons que, ok, demain on dit il y a limitation de mandat. Nous aurons sans aucun doute la tendance d'homme, puisque après 2 mandats, il faudra partir. Mais il n'est pas dit que l'alternance politique, on l'aura. Parce que moi, j'ai été candidat cette année en 2015. Mais ce que nous remarquons sur le terrain, ce n'est pas tant l'affaire de les programmes politiques. On a de très bons programmes politiques. J'ai été même d'ailleurs sous l'invitation de la plateforme judiciaire et réconciliation, d'ailleurs le seul candidat à avoir répondu à une invitation. Si c'est parler de nos programmes politiques, on a de bons programmes politiques. Mais quand vous allez sur le terrain, et j'aimerais revenir sur la question du peuple, nous avons une démocratie qui n'a pas un élément fondamental, c'est l'opinion publique. On n'a pas d'opinion publique au Togo. Pourquoi? Parce que regardez cette émission qu'on est en train de faire. Elle n'est écoutée par combien de personnes? Elle est suivie par combien de personnes? Du moment où nous n'aurons pas une opinion publique, parce que la vérité, c'est que l'homme politique est complètement scotché aux orientations de l'opinion publique. Mais quand on n'en avait pas, et ça c'est pour ça que je dis nous sommes dans une démocratie imparfaite. On me dit tous les jours, oui, le sondage d'Afrobaromètre a dit 115%. 85% des Togolais veulent la réforme. Je veux bien. Mais quand les 85% vont dans l'urne, parce que nous avons été à une élection
où moi, mon parti, ce que nous avons reproché, c'est que le code électoral permet à n'importe qui de venir mettre 1 milliard derrière un candidat sans qu'on puisse le contrôler. Mais tant que vous aurez un tel système, pourquoi est-ce que les 85% ne vont pas complètement, comme on le fait dans d'autres pays, puisque c'est ça le dernier verrou. Le peuple est souverain et décide. Donc quand un dirigeant ne fait pas bien, le peuple le sanctionne. Mais si nous ne réglons pas cette nécessité d'avoir un peuple qui sanctionne, c'est qu'en réalité, la vérité et la simple vérité, c'est que tout ce que nous disons, ça fait décider à l'homme. Moi, je peux vous donner la raison. Moi, je vous allez prendre la parole après. C'est-à-dire que tout ce que nous décidons, malheureusement, moi je sais, vous savez, maintenant je suis devenu un paysan, je passe toute ma vie à l'arrière-pays, mais tout ce que vous sortez, si vous allez à Tchévier, vous demandez Ashkroun, la personne va te demander c'est encore quoi Ashkroun. Quand nous disons oui, le peuple togolais veut, c'est que les gens sont dans leur campagne, ils ne savent même pas ce qui se passe réellement sur le plan politique. Ils sont là. Deuxième réforme qui, à mon sens, qu'il faut faire après avoir fait la réforme financière. Mais la deuxième réforme, c'est la réforme des cadres. Aujourd'hui, vous allez dans les villages, les gens ils vivent que grâce à leurs frères, petits frères, oncles, qui sont dans les villes et qui ont un petit travail. Et quand les élections arrivent, il y a une sorte de chape qui impose, qui force tout le monde, qu'il soit réellement du pouvoir ou non du pouvoir, à rentrer dans son village et faire campagne. Et le nombre de fois où j'ai reçu les pauvres jeunes qui me soutenaient, qui disent « Ah, mon frère m'a dit que si je veux avoir l'écolage l'année prochaine, de continuer sur le jeune là. » Donc, si nous n'arrivons pas à trouver un moyen, et ça fait partie des réformes humaines, c'est-à-dire que de la ressource humaine, si nous ne trouvons pas un moyen pour faire en sorte que la peur des représailles, n'oblige pas les Togolais à dire moi je ne veux pas de problème, je vote pour le parti au pouvoir et je rentre chez moi, je n'ai pas de soucis, mais nous allons faire toutes les réformes qu'on veut, on va faire la limitation de mandat. Après Fonya Sigbe, ça va être peut-être quelqu'un d'autre d'uni qui va prendre le pouvoir parce que nous ne contrôlons pas les cadres, nous n'avons pas les ressources financières. Nous allons faire les élections à 2 tours, je veux bien, mais quand vous allez faire une élection à 2 tours, comme on a eu le cas avec Yaïboni je ne sais plus quelle année, la question du truc. Mais vous avez une élection à 2 tours, c'est vrai, mais celui qui a les moyens remporte la mise au premier tour. Donc, si nous ne réglons pas, sur la base de ce que nous voyons aujourd'hui, sur la base de la pratique dans notre pays, si nous ne réglons pas ces réformes en profondeur, les élections à 2 tours, la limitation de mandat vont être là, mais vous aurez une famille politique qui va continuer à régner dans notre pays. Maintenant, au-delà, et Mme Mariagnon, je suis plus ou moins d'accord avec elle en disant, aujourd'hui, nous sommes d'accord qu'on a 55 à 60% de Togolais qui sont sous le seuil de la pauvreté. Ça, c'est l'indice qui est le plus important. Donc, ça veut dire que la gouvernance a quelque part échoué parce qu'on n'a pas réussi, par rapport aux ressources que nous avons dans ce pays, réussi à contenter. Je pense que ce n'est pas pour rien que M. Faure actuellement dit qu'il a un mandat social. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que sur le plan de développement humain, nous sommes très en retard, parfois même par rapport à des voisins qui ont un niveau, qui ont des ressources moins importantes que nous. Donc en réalité, toutes les réformes que nous faisons doivent pouvoir viser quoi? La réduction de ce taux de la précarité, de ce taux de personnes vivant sur le seuil de chômage, et même réconcilier les Togolais avec eux-mêmes, puisqu'aujourd'hui il y a un malaise. C'est pour ça que je dis en début d'émission que nous avons tellement instrumentalisé les questions de réforme que quand vous demandez à quelqu'un qui vend son maïs à 700 francs au lieu de 500 francs, il te dit ah, s'il y avait la réforme, on vendrait le maïs à 500 francs. Quand quelqu'un a un problème dans son couple, il dit ah, c'est parce qu'il n'y a pas de réforme. Donc du coup, nous avons tellement instrumentalisé ces questions qu'il y a urgence à la déverrouiller pour qu'une fois qu'elle est déverrouillée, il n'y a plus d'arguments, il n'y a plus de prétexte. Il n'y a plus aucun prétexte qui permettrait, que ce soit un responsable politique, que ce soit on en reviendra à la question de la décentralisation, un maire, de dire, ben, en fait, les choses n'avancent pas, non, c'est parce qu'il y a un blocage au niveau du climat politique. Ça fait plus de 25 ans que nous sommes dans un climat politique, et ce climat politique-là justifie tout. Donc, il faut faire ces réformes, mais ne nous trompons pas, les simples réformes immédiates ne vont pas nous garantir l'alternance politique. Elles vont nous garantir peut-être une alternance d'hommes. Comme on a vu dans certains pays en Russie, où un jour le président il est Premier ministre, après il devient président, comme on le voit, comme on l'a vu en Turquie d'ailleurs, comme dans d'autres pays où on a un exécutif qui en réalité change de visage, mais qui garde au fait complètement la même mise, la substance du pouvoir. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis
Aujourd'hui, nous sommes peut-être à un carrefour. Est-ce que nous faisons des réformes cosmétiques? Si nous faisons des réformes cosmétiques, moi je pense que des réformes cosmétiques... Alors, ça veut dire que pour vous, limitation de mandat, élection à 2 tours, réforme institutionnelle, c'est des réformes cosmétiques? Non, je dis qu'aujourd'hui, si nous ne modifions pas complètement l'ensemble de la gouvernance, aujourd'hui nous allons parler de... Ça, c'est une profonde mutation, ça ne peut pas se décréter. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aujourd'hui mettre des priorités. Étape numéro 1, voilà ce que nous faisons. Étape numéro 2, voilà ce que nous faisons. Étape numéro 3, la priorité, c'est quoi? La priorité, moi je l'ai dit et je répète encore ce que le net a toujours dit. Nous avons aujourd'hui des institutions qui ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent pas pour une raison très simple, c'est que d'abord notre constitution, tout le monde l'utilise pour faire ce qu'il veut. Il faut revoir notre constitution. On peut décider de faire limitation de mandat et choses, mais ça ne règle pas sur le fond le problème. Donc il faut, ça on le met en priorité. Mais aujourd'hui, quand je prends, si en 5 jours, on s'est réunis au HCOM et on a pu faire des avancées que tout le monde dit, ça veut dire que dans 10 jours, on peut régler cette histoire. Mais il faut d'abord établir des priorités. Et en cela, je suis actuellement d'accord avec Kani que nous avons besoin que le chef de l'État fixe un cap. Qui dise, voilà ce que je veux faire de mon pays. Aujourd'hui, si le Ghana est un modèle, c'est parce que Dieu a décidé d'en faire un modèle. C'est tout simple. C'est-à-dire que qui fixe le cap en disant, voilà, je veux faire ça. Et je veux que ceux qui veulent avancer dans ce sens-là, là, ceux qui sont des hommes d'État, des gens qui veulent, au-delà de leur intérêt partisan, vouloir que ce pays avance, mais les gens vont dire, ok, monsieur le chef de l'État, on vous accompagne. Et on avance. C'est qu'on a besoin qu'on fixe un cap. Il ne faut pas qu'on fasse du dilatoire parce que c'est à ce jour, on fait du dilatoire. Donc on veut, c'est pour ça que je dis que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que nous disons, le chef de l'État a la responsabilité. Qui nous disent, voilà le cap que je fixe. Et ceux qui veulent le suivre, qu'on le fixe, et on sera au rendez-vous de l'histoire. C'est tout simple. Alors, en tout cas, on est d'accord sur le fait que tout va revenir au chef de l'État. Et par rapport à la question de Martial Noumon qui demande pourquoi ce rapport a été remis au chef de l'État à l'abri des caméras et micros, j'avoue que j'ai posé la même question aux membres du HCRUL qui m'ont répondu qu'une autre cérémonie sera organisée où le rapport lui sera remis devant caméra. On va passer ce sujet pour parler du second sujet. Nous avons encore une dizaine de minutes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a rendu le rapport sur les accidents au premier semestre 2016. Un rapport, il faut le dire, très alarmant. Il y a encore beaucoup trop de morts sur les routes togolaises. De l'Adem Djikanou pour le reportage. Le tableau est noir, le tableau n'est pas bon. Et oui, vraiment, puisque déjà au premier semestre de l'année en cours, les services de police et de gendarmerie ont enregistré sur les routes 239 morts. Approximativement 40 morts par mois, c'est trop. Et si vous prenez 4 accidents, 3 c'est par les 2 roues. Un bilan mi-parcours plutôt inquiétant. Et il faut dire que la plupart de ces accidents sont liés à des facteurs humains. Les causes, c'est toujours l'homme. Le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, la circulation à gauche, le refus du port de casque, aussi bien pour les conducteurs que les passagers, le téléphone au volant ou au guidon de sa moto. Et si la route continue de tuer, ce ne sont pas les efforts qui manquent au niveau des autorités en charge de la sécurité routière et de ses partenaires. Tout compte fait, il prévoit accentuer la sensibilisation et sanctionner davantage en cas d'infraction afin de freiner les accidents sur nos routes. La concertation avec la sensibilisation appuyée de la répression, nous allons améliorer. Nous allons améliorer ces statistiques à la fin de l'année pour qu'on fasse mieux par rapport à 2015. Il faut s'obliger, il faut pouvoir s'obliger en conscience, en présence ou non d'un fait tricolore, en présence ou non d'un policier ou d'un gendarme, à observer le code de la route. C'est vrai, il y a un contrôle qui se fait aujourd'hui, mais souffrons et admettons qu'on puisse donner la latitude à ceux qui le font d'aller au-delà de ce qui se fait. Prendre la moto, prendre la voiture, même si c'est la voiture d'un ministre, même si c'est la voiture d'un général, et l'envoyer à la fourrière tout simplement, où ce dernier sera obligé et contraint à se soumettre aux règles, et demain, il ne recommettra plus cette même bêtise. Les syndicats de transporteurs sont aussi appelés à jouer leur part de responsabilité dans cette situation qui gangrène la société. 4116 cas d'accident, 239 morts de janvier à juin 2016, 20 morts de plus que l'année dernière sur les 6 derniers mois. Il y a un problème véritable des Togolais face au code de la route, André Afano. Oui, je suis plutôt d'accord avec vous et je salue un peu le fait que le ministre ait jugé utile
de faire le point. Ça rentre dans ce que je disais, le contrôle citoyen permet que les gouvernants sachent qu'ils sont redevables aux citoyens. Je constate aussi que sur cette question-là, lorsqu'il y a quelques années, le nombre des accidents, notamment sur la nationale numéro 1, était élevé, le chef de l'État a résolument décrété L'année 2014. l'année 2014, année de la sécurité routière. Voilà encore un exemple où lorsque le chef de l'État veut, il peut. Mais parenthèse fermée. Vous savez, la route, c'est effectivement l'endroit que chacun de nous prend. Que vous alliez à pied, à moto, avec un petit véhicule, avec un grand véhicule, vous n'allez pas à la route. Et lorsque vous partez le matin de la maison, la prière que vous faites, c'est que vous puissiez revenir le soir, retrouver femme et enfants. Et donc, je pense que je ne vais que saluer le fait que nos autorités aient pris le problème à bras le corps. Et je dois avouer que moi-même, quand je suis dans la circulation, je suis ahuri par le niveau de non-respect du code de la route. Et je n'ai rien personnellement contre les motos, mais vous voyez des motos qui, même lorsque vous faites le clignotant à droite, ils veulent vous dépasser. Ils veulent vous dépasser et aller tout droit. Et puis lorsque Et puis 76% de ces accidents, c'est les deux roues. C'est ça. Et lorsque vous faites l'observation, vous pouvez être insulté proprement. Donc en termes d'éducation citoyenne, il y a effectivement un problème à relever. Et moi je pense que s'il y a un domaine où l'État doit faire de la répression, c'est bien celui de la route. Moi j'ai eu la chance dans le cadre des missions que je fais d'aller dans un pays comme le Rwanda. Je peux vous assurer qu'au Rwanda, ne rêvez pas d'aller à moto sans casque. C'est inimaginable. Et vous faites 5 mètres sur une moto, quelqu'un vous rappellera que vous avez oublié votre casque. Et de toute façon, vous avez un militaire dans un coin ou un policier qui va vous prendre. Donc je pense que s'il y a un domaine, encore une fois, où l'État doit être très sévère, en amont comme en aval, notamment avant que vous ne rentriez sur la route, dans quelles conditions avez-vous pu obtenir votre permis de conduire? Ensuite, est-ce que vous l'avez eu, votre permis de conduire? J'invite l'État à continuer de réfléchir pour voir comment réglementer le phénomène des taxis-motos. Parce que en réalité, vous sortez de chez vous et puis vous arrêtez quelqu'un dont vous n'avez pas vérifié en amont si elle sait conduire une moto. Et vous laissez votre vie entre les mains de cette personne-là. Un autre élément que nous déplorons et sur lequel l'État devra travailler, on parlera encore de la pauvreté et tout, mais ça n'explique pas que sur une même moto, vous voyez 4 personnes. Vous voyez le matin un parent, ou même des fois les gens reviennent de l'église, papa, maman et 2 enfants sur la moto. Donc c'est vraiment des phénomènes contre lesquels il faut que l'État prenne des mesures répressives et qu'il y ait de la communication autour. Et je crois que chacun de nous, comprenant qu'en réalité c'est sa vie qui est en danger, doit pouvoir accepter ces mesures-là. Un dernier phénomène qui est à déplorer, c'est le fait que des engins qui ne sont pas habilités à transporter, par exemple, du matériel lourd, puissent en transporter. Moi, j'ai des membres de ma famille, mais je sais que tous les Togolais presque ont des gens comme ça, une cousine notamment, qui a été victime simplement parce que un conducteur de moto transportait des lames de NACO, derrière, et avant de la dépasser, elle était sur une moto à côté, donc ils l'ont gravement blessée au genou. Donc c'est pour dire que moi je ne suis pas spécialiste des questions de sécurité routière, mais je sais qu'en tant que citoyen, il y a des règles que je dois respecter avant de mettre une moto dans la circulation, avant de mettre un véhicule dans la circulation, avant de mettre à plus forte raison un véhicule poids lourd. Donc j'en appelle à ce que notre État, la période normalement où on nous a éduqués tous est passée. Et donc il faut que la répression soit renforcée. Alors, pour que nos vies soient préservées. Est-ce qu'aujourd'hui les forces de l'ordre, les forces de sécurité qui doivent faire régler la circulation ont baissé de vigilance? Oui, bien sûr. En fait, c'est lié. Vous avez, entre-temps, le port de la ceinture était très réglementé. C'est vrai que ça ne faisait pas l'objet d'une amende. Mais quand vous sortiez dans la circulation avec, sans mettre une ceinture, un policier systématiquement à un rond-point vous arrêtait pour vous dire attention, mettez vos ceintures. On a levé le pied là-dessus. Et je crois que c'est lié. Hein. Ça avait baissé entre-temps quand pas uniquement la répression, mais la sensibilisation.
avait été très forte. On a commencé à lever le pouce, donc les gens, dès que la peur du gendarme disparaît, ils reprennent. Donc je crois que nous, on a fait à l'époque avec le net des propositions. La première, c'est qu'il faut rendre le port du casque obligatoire pour tous quand on est en moto. C'est-à-dire aujourd'hui on voit... Aussi bien pour celui qui conduit que le passager. Parce que là aujourd'hui, il semble que surtout dans la capitale, Pascal, en dehors de la capitale c'est autre chose, mais dans la capitale, on a réussi dans une certaine mesure à gagner le pari du port de casque pour ceux qui conduisent. Pour le conducteur, pour le pilote. Mais le passager... Voilà, alors qu'ils courent tous les deux le même risque. En cas d'accident, ils courent tous les deux le même risque de traumatisme cardiaque et tout ça. Donc je pense que d'abord il faut rendre obligatoire. Toute personne qui n'a pas envie de porter un casque, quand on le prend, il ne monte pas, il prend un taxi. Il faut rendre obligatoire le permis de conduire pour tous ceux qui conduisent des motos au-delà de 125 cm. C'est ce qui se fait dans beaucoup de pays, parce que la puissance de la moto est quasiment égale à celui d'un véhicule. Donc seuls ceux qui ont le permis auto, donc le permis A, sont exemptés du permis de ce permis moto. Mais il faut le rendre obligatoire. Vous prenez quelqu'un, le cousin qui vient de Sioux, ou peut-être il n'a que 2 ou 3 routes, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien, tout, priorité à droite, à gauche, tout ça, il n'y a pas de rond-point. Et qui arrive là, et puis on prend une moto, on lui dit, mon frère, prends, ramène-moi 13 000 francs par mois, ou bien Wakampe, comme on le dit, tout ça. Mais honnêtement, ne comptez pas sur cette personne à s'arrêter à tous les feux rouges. D'autant plus que parfois, à un feu rouge, il n'y a personne dans les deux côtés, il dit, mais qu'est-ce que ces gens-là, ils sont tarés, pourquoi est-ce qu'ils sont arrêtés alors que c'est ouvert? Et quand vous regardez, c'est souvent, moi il m'arrive, moi j'habite à Goué, mais quand je quitte tous les jours à Goué pour aller en ville, il n'y a pas un seul jour où je n'assiste à un attroupement, il y a un accident. C'est quand même impressionnant. Parce que selon le bilan qui a été fait, ça fait 40 morts par mois, donc plus d'un mort par jour. Donc je pense qu'il faut rendre obligatoire le permis moto, il faut rendre obligatoire le port du casque, revenir à l'obligation de la ceinture, mettre en place des études de tests en route. C'est bien, il faut le mettre en place, ou de temps en temps on arrête, que ce soit moto ou bien en voiture. Parce que vous savez, nous picolons beaucoup au Togo. Nous, on est comme les Allemands, la bière, ça va. Mais quand tu as bu une bière, il faut savoir que tu ne montes pas dans la voiture. Quand on a fait ça 2 ou 3 fois, parce qu'aujourd'hui, les statistiques n'arrivent pas à nous définir exactement quels sont les accidents liés, par exemple, à l'abus d'alcool. Donc, il faut mettre en place des études de tests. Pas systématique, mais de temps en temps, comme on a mis des radars là pour amener les gens à comprendre qu'attention, mais quand j'ai bu 2 écouts, parce que au Togo, quand tu as bu 3 écouts, c'est que tu commences la soirée. Donc, en réalité, vos réflexes sont déjà complètement atténués. Mais quand tu as bu 3 écouts, c'est en ce moment que tu as pété le copain pour dire, bon, maintenant on va commencer la soirée. Donc, il faut agir là-dessus. Et puis, bon, il faut revenir à des campagnes choc. Quand on montre, c'est vrai que les gens ont peur du sang, mais il faut montrer le sang aux gens pour dire attention, c'est pas une rigolade, ça n'arrive pas toujours aux voisins, ça arrive à nous tous. Donc il faut aller sur la sensibilisation, il faut aller sur la réglementation, il faut aller sur la sanction. C'est vrai qu'aujourd'hui les négociations avec les policiers ont beaucoup baissé, moi je le constate. Ils ont les canaux de verbalisation, vous violez le feu, on vous payez et puis vous continuez. Ça c'est bien. Mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment revenir au contrôle de la ceinture. Il faut obliger le port du casque. Je ne peux pas imaginer quelqu'un, le pilote, il a le casque, mais le pilote, c'est lui qui voit justement le danger. Et vous qui êtes, entre guillemets, de la viande embarquée, vous n'en avez pas. Ben, quand il y a un accident, c'est vous qui prenez, parce que le pilote, il va sans aucun doute essayer de se protéger, comme on le fait en voiture, et c'est le passager qui prend. Donc, je pense que c'est parce qu'on a levé un peu le pied, que automatiquement, ça a repris, donc il faut revenir aux bonnes habitudes. André Afanoui aussi, un peu de la corruption des agents en circulation, parce que même quand ils vous arrêtent pour défaut d'une pièce, il suffit d'un petit 1000 francs et vous sortez d'affaire. Il faut aussi en finir avec ça. C'est plutôt un problème structurel de mon point de vue. Vous savez, chacun de nous est tenté lorsque un représentant des forces de l'ordre vous arrête parce que vous n'avez pas respecté le feu, parce que vous n'avez pas porté la ceinture, parce que vous n'avez pas porté le casque. Chacun de nous est tenté de rentrer en négociation pour faire d'abord son mea culpa. Et donc je crois que stigmatiser les forces de l'ordre pour dire qu'elles sont corrompues et que c'est ce qui accentue le phénomène, c'est un réflexe trop facile. Et donc, de la même façon qu'on a fait dans d'autres secteurs, il faut espérer que les forces de l'ordre, effectivement, soient mieux payées. Moi, je leur rends hommage, moi, chaque fois que, en saison de pluie notamment, je vais au service, et que le matin, au feu rouge, ou parce que le feu rouge ne travaille pas, vous voyez, sous la pluie, les forces de l'ordre en train de réglementer la situation, je leur tire chapeau.
Et moi qui utilise souvent Facebook, je me suis permis une fois effectivement de dire hommage à ces hommes et ces femmes qui, lorsque nous sommes dans nos véhicules sur notre moto, sont sous la pluie et qui réglementent la circulation. Donc, de mon point de vue, ce qu'il faut, c'est reconnaître qu'ils font un travail louable. Ensuite, améliorer leurs conditions. Et deuxième chose, effectivement, créer aussi une situation où, en réalité, il y aura une prime pour les gens qui auront le plus identifié des gens et qui auront verbalisé, qui auront encaissé, effectivement, des ressources pour l'État. Parce que cette prime permettrait, effectivement, au lieu de mettre l'argent dans ses poches, d'être reconnu pour le mérite qu'on a de protéger des vies, parce que c'est des vies qu'on protège, mais aussi, effectivement, d'avoir de la ressource financière comme encouragement. Donc, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Maintenant, de façon plus générale, beaucoup de secteurs de notre société sont caractérisés par le phénomène de la corruption. Et au niveau macro, je pense que l'État a annoncé, là encore depuis plusieurs mois, qu'une commission de lutte contre la corruption va être installée. Vous savez, je n'ai pas été chef d'État, je ne le suis pas, je ne sais pas, je n'ai pas été proche d'un chef d'État. Mais je présume que ça ne doit pas être facile, hein, lorsque vous annoncez quelque chose, de vérifier à chaque fois si vos collaborateurs ont pris des mesures pour que ces mesures-là puissent être respectées. Donc, ce n'est pas facile pour le chef de l'État. Mais je pense que, effectivement, des mesures qui n'ont rien de politique devraient être rapidement mises en œuvre, notamment la commission contre la corruption. Et encore une fois, par rapport aux accidents sur les routes, encourager les forces de l'ordre à aller simplement dans la répression. Je parlais tout à l'heure du Rwanda, je peux vous dire que l'un des arguments que les gens donnent pour ne pas porter le casque derrière, c'est qu'on ne sait pas qui a porté le casque avant, et donc on veut éviter les maladies. Mais cette question ne se pose pas. Que chaque famille ait son casque. Oui, si vous ne voulez pas porter le casque... Ça ne coûte que 5 000. On a des portables qui coûtent 80 000. Votre vie... Non, 500 000, 80 000. Bon. J'ai eu ma dernière question. Vous qui étiez un ancien militaire, peut-être que vous avez vécu cela. À partir de 22 h, il y a des militaires qui descendent en circulation pour vous apostropher les véhicules. Mais chose étonnante, ils sont normalement censés vérifier à l'intérieur des véhicules si on n'a pas caché des armes ou des choses. Chose étonnante, lorsqu'ils vous interceptent, moi je l'ai vécu déjà 2 ou 3 fois, ils vous demandent le café. Non, mais maintenant après il faut... non, après il faut savoir que ce qu'on appelle le contrôle de zone, ça c'est la bonne expression. D'abord, c'est que ce n'est pas toujours le fait de militaire, parce qu'il va falloir qu'à un moment on commence à avoir un langage plus pointu. On a les forces de défense et de sécurité qui sont composées de militaires, de policiers, parce que sachant que les gendarmes appartiennent à l'armée, aux forces armées, et donc les forces de défense et de policiers, vous avez donc les militaires, les policiers, peut-être même les gardiens de préfecture. Mais souvent, c'est les forces de première et deuxième catégorie, c'est-à-dire ça va les gendarmes et les policiers qui font ce type de contrôle de zone. Maintenant, le contrôle de zone peut avoir juste un but dissuasif. C'est-à-dire que les gens sachent, d'une part, ceux qui auraient l'intention de commettre des forfaits, mais qui puissent savoir qu'attention, la réaction peut être rapide, mais surtout pour rassurer la population. Donc, il y a des contrôles de zone qui n'ont pas forcément pour but de fouiller les véhicules en fonction du niveau de menace. Même en pleine nuit? Oui, non, mais ce que je dis, c'est que d'abord, c'est que ces contrôles de zone se font souvent la nuit. Donc, en fonction de la menace, la mission n'est pas forcément de fouiller les véhicules, mais ça peut être de rassurer. Maintenant, de façon anecdotique, la demande de café, moi je suis un nocturne, il peut arriver que des gens vous demandent le café, je ne dirais pas que c'est faux, mais ce que moi j'ai toujours apprécié, ce ces gens-là, Tania dit aujourd'hui la difficulté du travail, ça reste vraiment au stade de la boutade, où si vous n'avez pas de café, on ne vous gardera pas. Mais je pense que il y a une chose qui est en train d'être mise en actuellement, je pense que le ministère de la Sécurité en a parlé, c'est une obligation pour tous les gendarmes d'arborer leur nom sur leur plastron pour que toute personne, gendarmes et policiers, toute personne qui serait victime de malversation de la part de ces personnes-là puisse non seulement donner l'information sur le lieu, mais surtout le nom et le prénom de la personne et éventuellement le numéro du véhicule qui transportait les gens qui l'ont fait. C'est que parfois aussi dans notre pays on a peur du gendarme et quand ça se passe on peut